Salut, c'est Emric, bienvenue dans Une Histoire, Une Vie, le podcast libre, inspirant et engagé. Tous les 15 jours, vous nous retrouvez pour des témoignages de vie hors normes et des débats percutants sur les grandes questions de société. Camille est suivie par plus de 9 millions de personnes sur les réseaux sociaux, une vraie star du web, mais derrière cette popularité se cache une histoire bien plus sombre que beaucoup ignorent. Très jeune, Camille a été victime de revenge porn. Des images intimes d'elle ont été diffusées sans son consentement, brisant sa vie privée et la plaçant sous le regard impitoyable d'inconnus. Cette trahison l'a profondément marquée à un âge où elle cherchait juste à grandir. Puis une fois devenue très connue, la violence a pris une autre forme, le cyberharcèlement massif. Insultes, menaces, sexualisation permanente. Malgré sa notoriété, ou peut-être à cause d'elle, Camille est devenue la cible d'une haine en ligne constante. Mais loin de se laisser abattre, elle a puisé en elle une force immense. Aujourd'hui, elle s'engage publiquement pour sensibiliser, surtout les jeunes, à ces violences numériques trop souvent banalisées. Son histoire est un témoignage puissant. Derrière chaque profil, chaque influenceur, il y a un être humain avec des émotions, des blessures et une dignité à protéger. Bienvenue dans Une Histoire, Une Vie de Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Bonjour Léna. Bonjour. Léna qui est la nouvelle co-animatrice de la 2e saison. Je suis ravi de t'avoir avec moi. Avec grand plaisir également. Et avec nous, avocat au barreau de Paris, Tom Michel. Bonjour maître. Bonjour Emric. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Également. Tu as commencé les réseaux très jeune. Camille, qu'est-ce qui t'a attiré vers cet univers ? Qu'est-ce qui m'a attirée ? Je pense qu'avec le harcèlement que j'ai vécu... Au collège. Ouais, voilà, au collège. Je pense que j'avais ce besoin d'avoir cette revanche, peut-être pour que les gens m'aiment, pour que les gens me voient d'une autre manière. Et c'est ce qui m'a attirée. Et aujourd'hui, je pense avoir eu ma revanche sur les réseaux. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus quel est le contenu que tu diffusais au tout début sur tes réseaux ? Alors, au tout début, ce que je diffusais, c'était beaucoup d'humour. Donc, je faisais des playbacks humoristiques et un peu de la danse, toujours comme je fais habituellement. T'avais quel âge ? J'ai commencé les réseaux sociaux, vraiment sérieusement, j'avais entre 12 et 13 ans. J'ai commencé sur Facebook. Et après, je suis allée sur l'application Periscope qui consistait à faire des lives. Et après, je me suis redirigée vers Musical.ly, qui maintenant est devenu TikTok, et j'ai pas lâché. Et voilà. Et comment tu as vécu justement ces premières audiences une fois que ça a commencé un peu à percer ? Ça me semblait surréaliste pour moi. Et même encore aujourd'hui, j'arrive pas à me dire que je fais autant de vues. Et je dirais que c'est gratifiant de savoir qu'il y a des personnes qui nous suivent pour notre passion et qui nous apprécient. Et de voir autant de personnes me suivre, j'avoue que c'est toujours pour moi surréaliste. Et même quand on vient dans la rue et qu'on me dit « Ah, je t'adore, j'apprécie ton contenu » ou même « Je suis fan de toi », j'avoue que c'est beau et on ressent une émotion que je n'avais pas ressentie auparavant. C'est une émotion qui est inexplicable. Quand on est suivi par 9 millions de personnes, est-ce qu'on a une pression supplémentaire ? Un peu. Alors au début, on fait du contenu parce que, et je le fais toujours par passion, mais quand tu as de plus en plus de personnes qui te suivent, et je dirais notamment des jeunes, tu as une pression supplémentaire de faut faire attention à son image, faut faire attention à ce que tu dis, faut faire attention à ce que tu fais. Faut faire très attention à tout. Donc c'est une sorte de pression qui des fois peut être dure parce que j'ai peur de dire un mot ou de faire une chose qu'il faut pas, quoi. Et donc tu as été victime de ce qu'on appelle aujourd'hui le revenge porn. C'est une forme de violence où des images intimes sont diffusées sans ton consentement. Alors souvent par quelqu'un en qui on a confiance, généralement. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et comment tu as vécu cette trahison ? Alors, comment j'ai vécu cette chose ? Alors, ça s'est passé quand j'avais 12 ans. Donc tu étais très jeune. J'étais très, très jeune. En fait, j'avais rencontré un garçon, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre. J'ai rencontré un garçon quand j'avais 12 ans, donc c'était une petite amourette. Et comme j'avais très peu d'amis et je subissais beaucoup de moqueries sur mon physique à l'époque, j'avais pas les derniers vêtements, j'avais même les dents de travers à l'époque, donc je recevais déjà des critiques sur mon physique. Donc j'avais pas beaucoup d'amis. Et ce garçon, il me mettait un peu en confiance, il était là, il était présent. Il avait ton âge aussi ? Il était un peu plus vieux, il me semble qu'il avait 15-16 ans. D'accord. Et on parlait souvent, on discutait souvent. Et à cet âge-là,
Je dirais qu'ils veulent avoir un peu une espèce de réputation de je suis un homme fort, je suis viril, etc. Donc, ils avaient des sortes de compétitions entre eux. Et un jour, en fait, j'ai reçu un message qui me disait envoie-moi une photo de toi, etc. Donc, j'avais pas répondu à ce message-là. Et en fait, ils étaient venus en bas de chez moi et ils m'ont menacé de faire des photos de ma poitrine, sinon on s'en prenait à ma famille. Donc du coup, à ce moment-là, ma mère travaillait parce que mes parents sont tous les deux en restauration. Donc j'ai fait les photos, j'ai tourné 20 fois en rond dans ma chambre. Je devais sourire sur les photos. J'ai envoyé ces photos, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai été bloquée. Et j'avais une meilleure amie à l'époque à qui je racontais tout. Et je me suis embrouillée avec elle et elle a payé cette personne pour avoir les photos. Et les photos, elle les a envoyées à un gars qui était super connu à l'époque dans ma ville. Et les photos ont été diffusées un dimanche soir sur Facebook. Il était 20h et à ce moment-là, j'ai reçu un tas de notifications et franchement, ça a sonné toutes les 2 secondes avec le toulout, toulout. Je voyais que ça. Et j'ai commencé à me faire harceler sur mon téléphone portable. Oui, t'es une fille facile, t'es une pute. Je recevais des appels où on me laissait un message du style oui, suicide-toi comme ta grand-mère s'est suicidée, ou des choses hyper violentes. Et je pense qu'à 12 ans, c'est très dur d'entendre ce genre de propos. Donc j'ai beaucoup pleuré de cette action hein, qui m'a vraiment brisée pendant 7 ans. Ça m'a coûté beaucoup de choses. Donc les photos, elles ont été diffusées. Le lendemain, j'avais cours. Donc je suis allée à l'école et à savoir que ma mère, du coup, ils ont reçu aussi des appels sur le téléphone fixe de chez mes parents en disant votre fille la salope, etc. Et c'était très dur parce que mes parents, ils comprenaient pas ce qui se passait. Donc j'en ai parlé à ma mère. On a porté plainte contre cette personne. Ça a été classé sans suite. Parce qu'à l'époque, j'avais pas d'avocat, j'étais mineure, et c'est plus comme avant maintenant. Enfin, là, il y a des preuves quand même, il y a les photos. Ah oui. Tom, il y a Déjà, j'avais pas le bonheur de défendre Camille à cette époque-là, on se connaissait pas, mais c'est aussi et surtout que, précisément, je pense que le délit de revenge porn n'était pas encore dans le pénal, n'était pas pénalement réprimandé. Donc effectivement, il y avait une espèce de vide et de flou, justement dans ces situations-là, malgré les preuves, ce n'était pas une infraction pénale. Et justement, comment une adolescente, même préadolescente, à 12 ans, se construit par rapport à ça? Quel a été ton réflexe? Comment tu t'es sentie ce dimanche soir? Déjà, je sais que j'ai pas du tout dormi de la nuit. T'avais peur? Ouais, j'avais peur en fait du retour au collège, surtout, parce que ça tournait partout. Et ma mère, elle me disait... donc ma mère, elle m'a dit, t'aurais dû m'en parler avant. Donc, bien évidemment, mes parents m'ont grondée, hein, parce que je pense que n'importe quel parent se retrouve dans cette situation-là, c'est très compliqué. Donc, même pour eux, en tant que parents, quelle est la bonne situation, quelle est la bonne chose à dire, en fait, finalement. Donc, mes parents, bon, ils m'ont grondée, mais après, ils ont été un grand soutien énorme. Et ma mère, elle essayait de me faire relativiser, entre guillemets, en me disant « Mais Camille, c'est une poitrine, quoi. Genre, faut que tu relativises. » Et moi, je broyais du noir énormément. Donc, le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que je voulais pas aller à l'école. Ma mère, elle m'a dit « Montre-leur que ça t'atteint pas. » Sauf que pour moi, c'était insurmontable. Enfin, pour moi, je me suis dit « Je vais jamais y arriver. » Donc, le matin, à 7h, j'ai pris un couteau avec moi de 22 cm, donc un couteau de cuisine, que j'ai pris chez mes parents. Je suis partie au collège. Toutes les troisièmes, elles sont arrivées devant moi en me disant Camille, ça parle que de toi depuis ce matin, rentre chez toi, tu vas jamais tenir. Et je m'en souviens, c'était mon premier cours, c'était un cours de techno. Je suis arrivée en classe et en fait, je me scarifiais les bras avec le couteau. En fait, c'était un peu... En fait, dans ma tête, j'étais décidée à mettre fin à mes jours devant tout le monde pour que les gens comprennent la souffrance que j'avais. C'était pour faire du mal à personne, mais pour me faire du mal à moi-même, en fait. Et je me faisais du mal. Et du coup, à ce moment-là, il y a eu la récré après, donc après le cours. Et il y avait des filles de ma classe qui m'ont vue. Ils en ont parlé à la CPE. La CPE sont venus me chercher. Et du coup, ils ont vu que j'avais une arme blanche.
Et du coup, j'ai été renvoyée du collège automatiquement, sachant que dans les couloirs, quand je suis arrivée le matin, c'était atroce. Ça parlait que de ça, les regards qui arrêtaient pas d'être posés sur moi, les moqueries. Enfin, franchement, je faisais que de pleurer. J'étais dans un état de malaise et une oppression constante. Et du coup, j'ai été renvoyée du collège, donc le temps d'avoir un conseil de discipline. Et au bout d'une semaine ou 2-3 jours, j'ai eu mon conseil de discipline. Et du coup, on m'a virée définitivement du collège. On était en mai à ce moment-là. Donc du coup, j'ai été renvoyée définitivement. Donc ça a été un coup de massue pour moi. Parce que je me suis dit, en fait, les enseignants de l'école, ils n'ont même pas cherché en fait, et à comprendre le pourquoi du comment. Donc je peux comprendre que le fait de ramener une arme blanche dans un établissement, c'est hors la loi et ça c'est pas ce qu'il faut faire. Mais à ce moment-là, j'étais en détresse en fait et je voulais juste que les gens me comprennent. Donc du coup, après, il y a eu les grandes vacances et du coup, l'académie de Rouen, de chez moi, m'ont placée dans un autre collège, donc un peu plus loin de chez moi, dans un collège de quartier dans ma ville. Et je suis rentrée 2 semaines après tout le monde parce que c'était inconcevable pour moi. J'avais peur, j'appréhendais la rentrée, donc ma mère m'encourageait dans ça. J'avais fait quelques connaissances sur les réseaux sociaux, donc j'ai pu me faire des amis un petit peu. J'ai démarré une nouvelle, on va dire entre guillemets, une nouvelle vie en fait dans cet établissement. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rembrouillée avec ces 2 copines. Et en fait, elles ont tout balancé à l'école, les photos, et ça a recirculé. Et c'était dans la récréation des 20-30 personnes qui étaient autour de moi. Et il y a une seule fille qui m'a défendue, c'était une fille de 3e. Et je tiens à le préciser, elle s'appelle Charlène. Et je la remercierai encore jamais assez parce que c'est la seule qui m'a défendue auprès de tous. On n'était pas dans la même classe parce qu'elle était en 3e. Et moi, j'étais en 5e à ce moment-là, ou en 4e. Et elle a été beaucoup là pour moi, que ça soit par message ou même quand elle était là à l'école. Mais j'avoue que même dans ce collège, ça a été encore pire que le premier, quoi. Enfin, là, c'était horrible. Là, c'était horrible. Quand je m'asseyais à côté de quelqu'un, la personne, elle se décalait. C'était des moqueries sans arrêt. Ça faisait que de rire sur moi. J'ai refait aussi une tentative de suicide à ce moment-là. Donc, j'ai repris des cachets. J'avais pris des cachets avec moi parce que j'en pouvais plus. Je me scarifiais à chaque fois que je rentrais des cours. Je me faisais du mal. Donc, bien évidemment, j'étais suivie. Depuis mes 8-9 ans, j'ai été suivie parce que j'avais subi le suicide de ma grand-mère, qui a été un épisode traumatisant pour moi dans ma vie. Donc, j'ai commencé à être suivie par des psys, des médecins, des psychiatres, des thérapeutes. Donc j'en ai vu des... Et ça t'a aidé ? Ça m'a aidé, oui et non. En fait, je pense que ça, c'est libre à chacun. Je pense que chacun a sa méthode de reconstruction. Mais à ce moment-là, je suis mineure, il n'y a que ça comme option. Et justement, quand tu parles de reconstruction, ça a été assez violent pour toi, tu as été virée de l'école. Quel a été ton rapport au corps après ça ? Est-ce que tu as pu t'accepter ta relation avec des hommes ou les femmes ? C'était intime ? Alors, c'est encore, et ça peut arriver des fois que ça soit compliqué, parce que des fois j'ai des flashs. Donc au début, j'avais beaucoup de manque de confiance en moi, beaucoup. J'en ai encore un peu aujourd'hui de temps en temps, mais j'irai moins qu'avant. Mais des fois, oui, ça peut arriver que j'ai des pertes de confiance. Mais à l'époque, c'était chaud quand même. Tu t'es sentie coupable un peu ? Parce que tout le monde s'est positionné comme si c'était ta faute, alors que c'est pas toi qui déclenchais. Mais c'est exactement ça. J'ai eu des personnes qui m'ont même harcelée et qui m'ont beaucoup critiquée et qui ont participé à ça. Et je dirais qu'il y a un événement dans ma vie qui m'a marquée. Il y a 3-4 ans de ça, j'avais fait un événement. Et il y avait une fille qui était venue me voir et qui m'avait dit je suis fière de ton évolution. Je tiens à m'excuser en face de toi parce que j'ai participé à ton harcèlement. Et je suis vraiment désolée de d'avoir participé à ça d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, je suis fière de toi et je tiens vraiment à m'excuser. Et si des personnes, justement, qui ont participé à cet harcèlement écoutent ce podcast aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? En soi, j'ai rien à leur dire, mais... T'es pas en colère ? Non.
je pense que dans la vie, je suis personne pour ne pas pardonner. Je peux pardonner, mais ne pas accepter. Je n'accepte pas le mal qu'ils m'ont fait parce que ça reste des événements qui sont traumatisants. C'est des choses qui m'ont brisé, qui m'ont marqué. Et encore à l'heure actuelle, c'est des choses tellement que ça m'a marqué. C'est encore douloureux et c'est encore fragilisé, en fait. C'est comme si que... c'est un peu une plaie que j'ai mis un pansement dessus et quand on retourne sur cette plaie, elle se rouvre d'une manière ou d'une autre. Donc, Et jamais tu n'as pensé à arrêter les réseaux à ce moment-là ? Oui, plus d'une fois, mais j'ai toujours eu ce truc de m'accrocher et de danser, d'avoir cette espèce de revanche et d'une manière ou d'une autre, je pense que la vie elle est bien faite et qu'il y a une espèce de karma ou une roue qui tourne, que le mal que tu fais, il te revient. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre. Et moi, pour le coup, j'ai eu ma revanche. Et j'ai tenu bon, même si c'est encore c'est encore dur et c'est douloureux parce que y a encore des événements qui sont récents. Ça reste douloureux, mais je pense qu'il faut s'accrocher et que derrière, si tu vis ces choses-là, alors je ne souhaite à personne de vivre ça, hein. Je dis simplement que quand tu vis ce genre de choses, ça te rend plus fort d'une manière ou d'une autre, qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive derrière. Tom, que dit la loi sur la diffusion d'images sans son consentement ? C'est un délit qui est assez récent, qui n'était pas prévu bien sûr par le vieux code pénal. Et elle dit que la diffusion de contenus intimes qui ont été, même s'ils étaient partagés au moment où ils ont été partagés avec le consentement, est un délit qui est réprimandé par 3 ans d'incarcération et une amende qui m'échappe tout de suite, mais c'est des délits qui peuvent même être aggravés si jamais d'autres faits sont suivis des faits. Le fait d'être mineur, de partager des photos de mineurs, c'est une circonstance aggravante ? Bien sûr, alors de manière générale, dans le code pénal, toutes les infractions qui sont relatives aux mineurs sont des circonstances aggravantes, mais précisément dans le cadre des infractions qu'on peut dire sexuelles, évidemment, ce sont des infractions qui sont aggravées par la qualité de mineur. Et vas-y. Malheureusement, pour toi, une question aussi, le revenge porn, c'est de plus en plus courant. Quel conseil tu pourrais donner, toi qui l'as vécu et qui a l'air un peu plus en paix aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner aux victimes ? Ne pas renvoyer. Franchement, c'est la pire chose. Je dirais que je fais une parenthèse sur ça. Tom, ça va faire 2 ans que c'est mon avocat. Et je m'en rappelle qu'il y a encore 2 ans de ça, on a porté plainte justement parce qu'il y a encore des photos de moi qui circulent, qui sont assez récents. Non, c'est plus récent. On a porté plainte justement, donc il y a une enquête qui est encore en cours. Oui. Et en fait, je me souviens, je l'avais eu au téléphone et j'étais dans un état de crise. Et je disais, mais ça sert à rien qu'on porte plainte, ça va jamais marcher. Regardez ce que j'ai vécu il y a 7 ans de ça. La justice n'avait jamais rien fait pour moi. Et je m'en rappelle, ce jour-là, j'étais sur la route, j'étais en état de crise et je me suis dit, mais ça va jamais, la justice va jamais rien faire pour moi. Et aujourd'hui, je suis un peu plus en paix parce que j'ai des bons avocats. Et l'instruction est toujours en cours ? L'instruction est toujours en cours. Là, il y a encore des enquêtes en cours, donc pour le moment, c'est... 2 ans, c'est long, Tom, quand même. Non, mais alors, 2 ans, c'est long, mais déjà, on a des premiers résultats, puisqu'on a déjà obtenu des informations sans rentrer dans le détail sur qui pouvait être à l'origine. Et puis, après, Camille, on se connaît bien, mais c'est un cas un peu particulier, parce que ce qui s'est passé dans le cadre de Camille, c'est une première, je crois, en France. On a fait un communiqué quand on a su que des photos pouvaient circuler, en précisant bien que si ces photos étaient révélées au public, les conséquences seraient absolument désastreuses pour les auteurs et pour ceux qui les diffusaient. Et je crois que c'est un choix qu'on a fait ensemble. C'était un choix qui était assez difficile à faire parce que c'était aussi mettre la lumière sur la possibilité que ces photos soient diffusées. Et je crois que ça a été le bon choix. Maintenant, on est content de ça, mais si vous voulez, Camille, elle est le visage, bien sûr, de la lutte contre le harcèlement, mais elle est aussi, malgré elle, le visage de la lutte contre ce délit qui est absolument terrifiant de revenge porn. Et elle a été d'un courage, et je ne le dis pas parce qu'on est là aujourd'hui tous réunis, mais absolument fantastique, parce qu'au moment où elle dit « Allons-y, Tom, allons-y, Marine, l'avocat avec qui je travaille, faisons ce communiqué-là », elle prend un risque et elle passe derrière la cause. Et Camille disait tout à l'heure que ça ne servait à rien de déposer plainte. Comment on redonne confiance en la justice aux victimes ? Si vous voulez, moi je suis un avocat de plusieurs personnalités publiques et je suis souvent la bouche d'un service public qui est défaillant. Je suis d'accord avec vous que 2 ans, c'est beaucoup trop long. Comment on redonne confiance aux gens avec Camille. Camille, elle a quand même maintenant des informations plus précises. Elle va avoir à la fin un procès dans lequel les personnes vont être identifiées. Donc si vous voulez, comment on leur donne courage ? Il faut dire que ça va prendre du temps.
un temps infini, même dans d'autres affaires, parfois même encore plus graves, dans des faits sexuels, mais à la fin, on y arrive. Alors Camille, tu as aussi été la cible de cyberharcèlement. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu ? Alors le cyberharcèlement que j'ai vécu, donc là ça pendant 2 ans, je dirais, j'ai eu des faux comptes sur moi qui ont été faits. Je crois que j'ai même encore un truc, une image en tête où on diffuse une photo de moi, donc normale, et on dit sur cette photo, Camille a tenté de mettre fin à ses jours avec une fourchette, pourquoi n'a-t-elle pas pris un couteau ? J'ai eu des trucs sur ma famille. Là, au mois de juillet, j'ai reçu des menaces de mort où l'on a mis soit un traceur sous ma voiture, soit sur mon téléphone. On a mis un traceur sous ta voiture ? Soit ça, soit mon téléphone. Donc, j'ai fait vérifier par un garagiste. Donc, il me dit qu'il n'y a pas de traceur. Après, c'est tout petit, un traceur. Donc, on ne peut pas vraiment savoir. Soit c'est mon téléphone et mon numéro de téléphone. Donc, j'ai changé de téléphone et j'ai changé de numéro. Et donc, on te suivait ? Comment ? On te suivait ? En fait, je recevais des messages sur mon portable où l'on me disait oui, je t'ai aperçu par exemple à la forêt de Montjon, un numéro que je connais pas. Hein. Je t'ai aperçu à la forêt de Montjon, ça s'est bien passé ta balade, un truc comme ça. Et j'y étais. C'est inquiétant parce que c'est quand même par message. Ça fait très peur. Que c'est pas les réseaux. Ah non, mais ça fait très peur. Quelqu'un vraiment qui avait ton numéro personnel qui est pas diffusé sur Instagram. C'est ça. Et du coup. J'essayais de poser des questions, mais tu es qui ? Je suis un fan de toi. Fais attention, t'habites à telle adresse. Donc, on me sortait l'adresse de chez moi. On me disait, fais attention, ta plaque d'immatriculation, c'est ça. On veut couper les freins de ta voiture. Après, ça m'appelait. Ça me disait que ça voulait me brûler. Que je devais quitter les réseaux, sinon ça allait très mal se passer pour moi. Ça a appelé ma mère, ça a appelé ma petite sœur, ça a appelé une amie à moi, ça a appelé des personnes de mon entourage. Et là aussi, tu as déposé plainte ? Bien sûr, j'ai déposé plainte. Les numéros, j'ai porté plainte contre les numéros de téléphone et les personnes avec la voix qui a été enregistrée, bien évidemment. Et du coup, c'est toujours en cours, justement, parce que c'était il y a moins de 2 mois. Donc, et combien de messages tu recevais par jour ? Alors, j'ai reçu vraiment pendant une soirée, j'ai reçu, je dirais 5 appels, j'ai reçu. Après, j'ai changé directement de numéro. J'ai pas attendu qu'on m'harcèle pendant des jours. J'ai changé automatiquement de numéro. Donc, il y avait déjà les faux comptes. Il y avait déjà des faux comptes qui circulaient. Il y avait notamment des conversations de moi qui ont été diffusées sans mon accord et sans mon consentement. En plus, des conversations qui sont... soit pris par petits bouts, des petits extraits, etc., pour me faire passer pour quelqu'un de mauvaise. Du coup, on a porté plainte et pour le moment, on attend. Et ces menaces, justement, qu'est-ce que ça a provoqué psychologiquement aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, c'est encore douloureux, c'est encore quelque chose qui est frais. Je vais mieux parce que là, j'ai plus rien. Donc, je me sens plus ou moins libre, si je peux dire. Mais quand j'ai reçu ces messages-là, je suis partie automatiquement chez mon oncle, qui est à 45 minutes de chez moi quand même. Et ils arrivaient quand même à me dire « t'es à telle adresse, tel endroit ». Donc, comment justement réagit ta famille à tout ça aussi, qui est un petit peu plus extérieur au réseau ? Ma mère dormait pas de la nuit. Elle se couchait à des 5 heures du matin, à regarder tout ce qui pouvait se passer, tout ce qui pouvait se dire sur moi. Je pleurais des nuits entières, ou même des fois j'appelais mes avocats à 1h du matin, 2h du matin. S'il vous plaît, faut que je parle, faut que je dise quelque chose. Et ils m'ont toujours conseillé de ne rien dire, de prendre sur moi, parce que c'est quand même quelque chose de douloureux. Mais pour éviter de entacher les enquêtes qui sont en cours, c'est mieux que je ne parle pas et que je dise rien. C'est pour ça que c'est courageux de venir ici dur. dans le podcast. Ouais, et je te remercie pour ça. Et comment tu t'es sentie justement accompagnée par la justice quand tu déposes plainte ? Est-ce que tu te sens quand même écoutée ou est-ce que tu sens que c'est banalisé ? Alors, je me sens quand même écoutée parce que ils prennent le temps quand même de faire un compte-rendu, etc. Mes avocats aussi font les démarches nécessaires entre les huissiers de justice, les requêtes, demander aux réseaux sociaux. Il y a quand même une démarche derrière. Donc, je dirais que je me sens plus ou moins bien. Mais j'ai quand même toujours cette épée de Damoclès de me dire je suis pas en sécurité en fait. Partout où je vais, je suis pas en sécurité. Tom, que prévoit la loi sur le cyberharcèlement ? Qu'est-ce qu'elle dit la loi ?
Alors, la loi, elle est très sévère sur le cyberharcèlement. C'est un dénominateur commun, c'est le harcèlement, qui est prévu et réprimé par le code pénal entre 1 à 3 ans d'emprisonnement. Et le cyberharcèlement, c'est-à-dire par un moyen de télécommunication, c'est une circonstance aggravante. Et à ce moment-là, c'est au minimum 5 ans d'emprisonnement, ce qui est prévu, bien sûr. Ce n'est pas les peines qui sont données. On a des exemples célèbres de derniers procès relatifs au cyberharcèlement, mais c'est de plus en plus sévère. Et il y a des peines fermes, c'est ça qui est important de dire dans ton podcast, il y a maintenant de plus en plus des peines de prison ferme qui sont données contre des gens qui ont cyberharcelé d'autres gens pour des individus qui n'avaient pas fait de prison avant, qui n'avaient pas de casier judiciaire. Donc c'est désormais pris très au sérieux. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est pas parce que vous êtes anonyme sur les réseaux sociaux que les policiers ne peuvent pas vous identifier. Ça, c'est important de le rappeler. Alors, ce qui est très important de dire, parce que moi, je connais bien ce sujet, l'anonymat sur les réseaux sociaux n'existe plus. Il a existé. Sincèrement, il a existé, ça n'existe plus. Même des comptes supprimés, même des comptes faits au Guatemala, même on y arrive désormais. Donc il faut bien faire comprendre aux auditeurs qui ne sont pas des cyberharceleurs, mais surtout à ceux qui pourraient être... Parce qu'on peut être tenté par ce cyberharcèlement en vouloir mettant une pierre à son édifice qui ne semble pas importante. Mais en fait, il y a une sorte d'impunité aussi quand on harcèle. Il y a eu une impunité. Moi, je le dis, je ne suis pas devin, mais dans le cas, par exemple, de Camille, il va y avoir des condamnations. Donc il faut le dire, ce n'est plus impuni. Et que dire justement à des victimes qui n'osent pas porter plainte parce qu'elles sont persuadées que la justice justement ne fait rien? Est-ce que vous les encouragez? Et comment le faire? Mais si vous voulez, moi, je ne fais pas de langue de bois. Il y a une réalité. Des gens comme Camille, qui ont une notoriété, qui ont des moyens, pas milliardaires, mais qui ont des moyens, peuvent bien sûr saisir des avocats, compétents ou pas compétents. Et voilà. Mais si vous voulez, moi j'ai souvent des gens qui m'appellent, qui sont dans une détresse absolue, qui ont des petits cyberharcèlements, si on peut les qualifier. Et là, on part dans un parcours qui me semble compliqué très souvent. Donc ce que je préconise, c'est bien sûr de déposer plainte, d'être accompagné par un avocat, même commis d'office ou à l'aide juridictionnelle, excusez-moi. Mais c'est aussi de dire, et il faut que la loi change sur le cyberharcèlement, parce qu'effectivement, c'est des procédures qui sont trop longues et trop coûteuses et qui ne permettent pas souvent pour les petits cyberharcèlements de joindre les deux bouts. Tu as aussi reçu des messages qui te sexualisaient énormément. Qu'est-ce que tu avais comme message? Qu'est-ce qu'on a pu me dire? Après, ça, j'avoue, j'ai relevé sans relever parce que ça, on en voit tous les jours sur les réseaux. Pas que c'était banal, mais sur les réseaux sociaux, c'est banal parce que les gens, la femme est sexualisée de toute façon. Mais moi, c'était surtout les menaces, etc., que j'ai surtout relevé. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui harcèlent ou ont harcelé, ou ont sexualisé le corps d'une femme, aujourd'hui, s'ils nous écoutent? Qu'est-ce que j'aimerais dire, en gros, aux harceleurs, quoi. En fait, le problème, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est vraiment du harcèlement. En fait, le harcèlement, c'est un groupe de personnes, je tiens à préciser, ou même une personne, qui va sans cesse se moquer. Ça peut être sur le physique, ou raconter la vie privée d'une personne, ou faire des allusions, où on se fout de sa gueule littéralement. Ça, pour moi, c'est du harcèlement. Genre, c'est vraiment... c'est pas de la liberté d'expression, et ça, les gens ont du mal à faire la différence entre la liberté d'expression, donc de s'exprimer sur un sujet, de débattre, etc. Ça, il n'y a aucun problème, mais de débattre sur une personne et de s'acharner à faire plusieurs fois des allusions, de la provocation, des messages, des pics, c'est une forme de harcèlement. Et qu'est-ce que j'ai à leur dire à ces personnes? Je pense que ces personnes, ils ont un mal-être à l'intérieur d'eux parce qu'ils ont besoin d'exister à travers ça, en fait, finalement. Au travers de critiquer une personne ou de rabaisser quelqu'un, ils se sentent exister d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que c'est beaucoup plus profond que ça et qu'ils ont un mal-être. Donc qu'est-ce que j'ai à leur dire? Faut que ça s'arrête, en fait. Genre, moi, des fois, on peut critiquer une personne, je dirais, dans la vie privée, j'ai envie de dire, tout le monde critique tout le monde, c'est humain. On peut faire des commentaires sur une tierce personne, ça, il y a OK. Mais en fait, de là, l'exposer en public, je trouve que c'est malsain et c'est horrible. On ne sait pas comment la personne, elle peut prendre la chose. On verra jamais un commentaire de moi où je vais rabaisser une personne, ou alors c'est parce que la personne, elle m'a fait du mal ou elle m'a blessée, et à ce moment-là, je vais essayer de supprimer mes propos aussitôt, pas sur l'instant T, mais je vais direct me remettre en question. Mais parce qu'on reste humain, ça arrive des fois de faire des choses dont on ne veut pas, mais
Mais je dirais que, ouais, en fait, il faut que ça se stoppe et il faut se mettre à la place de l'autre, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Camille, pour ton témoignage. Avec Je plaisir. rappelle que ce que tu as vécu, c'est grave. Le harcèlement, ce n'est pas juste des mots, ça détruit. Le revenge porn, ce n'est pas une erreur, c'est une violence, c'est un délit, il faut le dire. Et sexualiser les femmes en ligne, c'est les déshumaniser. Donc merci pour ton courage. Et puis il y a un livre qui sort prochainement sur ton histoire. Comment il s'appelle ce livre ? Danser au milieu des ombres. Danser au milieu des ombres. Et ben on sera en rendez-vous et on le lira avec plaisir. Merci. Merci beaucoup Tom. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci Léna. Merci à toi. À dans 15 jours pour un nouvel épisode d'une histoire, une vie. Merci à Holly Henson qui m'a habillé aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve dans 15 jours. Bye bye.